Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce live. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui de la présence du parent. Alors, le titre que j'avais donné à ce live, c'était Comment gérer le parent dans l'accompagnement d'un enfant. Vaste sujet. Il y a 3 questions que j'aimerais bien aborder principalement avec vous, puis donner des éléments de réponse à ces questions. Ces questions, les voici. Il y a: quel est le rôle du parent dans l'accompagnement de son enfant par la sophrologie? La deuxième question, ce sera: comment gérer la présence du parent lors du premier rendez-vous ou lors des rendez-vous suivants? La dernière question, ce sera: comment favoriser une bonne alliance entre le sophrologue, le parent et l'enfant? Pour commencer par la première question, quel est le rôle du parent dans l'accompagnement de son enfant par la sophrologie? Eh bien, c'est intéressant de se poser cette question puisque le rôle du parent est évidemment très important. Pourtant, ce n'est pas lui que l'on va accompagner par les séances de sophrologie, mais il est très important parce que déjà c'est lui qui est le prescripteur des séances pour l'enfant, dans la mesure où c'est lui qui va nous confier son enfant pour qu'on l'accompagne avec les séances de sophrologie. Le deuxième point qui fait que c'est important, c'est que le parent va payer ces séances pour son enfant dans le but qu'il dépasse une problématique ou qu'il atteigne un objectif. Donc le parent, il a besoin d'être inclus dans l'alliance, même si ce n'est pas lui que l'on va accompagner avec la sophro. On va bien accompagner l'enfant. On peut donc se dire que l'alliance est triangulaire quand on accompagne un enfant et aussi quand on accompagne un ado généralement. Il y a un triangle avec donc 3 parties, 3 interlocuteurs que sont le parent, l'enfant et le sophrologue. Et cette alliance triangulaire, elle va être à installer et à maintenir. Parce que si le parent n'est pas convaincu par les bienfaits de la sophrologie, ou par nous-mêmes, c'est-à-dire notre posture, notre attitude, forcément le risque c'est qu'il mette fin à l'accompagnement de son enfant. Depuis que j'accompagne des enfants depuis l'année 2016, j'ai eu largement le temps de jauger un petit peu quel était le rôle du parent, à mon sens, dans un accompagnement. Je pense que le rôle du parent est celui d'un soutien à l'accompagnement de son enfant, soutien ou aussi relais de l'accompagnement sophrologique à la maison. Et pour ma part, il est important que nous, sophrologues, nous arrivions à impliquer le parent pour qu'il puisse contribuer dans sa petite échelle, à sa manière, dans la progression de son enfant vers l'atteinte de l'objectif. Pour que notre parent soit impliqué, soit le soutien ou le relais de son enfant, relais de l'accompagnement, eh bien il va falloir l'inviter à peut-être relever les évolutions positives de son enfant tout au long de l'accompagnement. C'est-à-dire lui dire: sentez-vous libre d'encourager votre enfant si vous voyez que voilà, il parvient à mieux gérer son émotion de colère, par exemple, si c'est la colère la problématique. N'hésitez pas à le féliciter quand vous voyez qu'il arrive à gérer par lui-même un moment de stress, à le soutenir quand vous voyez qu'il arrive à faire ceci ou cela. Le rôle du parent, il va déjà être d'être impliqué par les encouragements qu'il va pouvoir donner à son enfant, les félicitations, le soutien dans son entraînement personnel aussi, puisque le parent va pouvoir proposer éventuellement à l'enfant de s'entraîner. Et ça peut même être un moment de partage. Ça peut être aussi, tiens, tu te souviens, tu avais dit à la sophrologue que tu voudrais refaire le dragon quand tu avais soufflé la colère. Tu lui avais dit que tu voulais refaire ça. Et peut-être que le parent, à ce moment-là, il peut être impliqué pour mettre en place cet entraînement personnel avec l'enfant. Et toi, tu penses que tu voudrais le refaire quand? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble ou pas? Est-ce que tu veux que ce soit toi qui choisisses ton moment ou est-ce que tu veux que ce soit moi qui te propose le moment ou alors on se crée un petit rendez-vous, je sais pas, tous les jours, on le fait à 2 ou tu veux le faire seul? Voilà. Le parent, il va tâtonner un petit peu comme ça.
Et en fonction des réponses de son enfant, il va pouvoir le soutenir dans son entraînement personnel, tout en précisant que en aucun cas cet entraînement personnel ne devra devenir une injonction du parent ou une contrainte de type ça va pas, refais tes exercices de sophrologie. Et ça, on le précisera aux parents dans le contrat, je vais y revenir après. Ce parent, il est très important dans nos séances, même s'il n'est pas là physiquement la majorité du temps. Il a un rôle de soutien, il a un rôle de relais de l'accompagnement, mais aussi de relais dans la pratique personnelle de l'enfant. Et puis le parent, il peut avoir différents comportements quand il nous amène son enfant. Il peut être avec la distance nécessaire et le respect nécessaire de l'évolution de son enfant dans son parcours sophrologique, c'est-à-dire lui laisser le temps d'évacuer des sensations désagréables pour qu'ensuite l'enfant puisse découvrir en lui des capacités. Ça, c'est le scénario idéal quand le parent fait confiance à son enfant et fait confiance au sophrologue. Mais on peut avoir un parent qui est très inquiet des soucis qui amènent l'enfant. Exemple, il m'est arrivé de recevoir un petit qui faisait beaucoup de crises de colère, notamment à l'école. Et ça devenait très compliqué à gérer sur sa scolarité, avec beaucoup de conflits avec la maîtresse, les élèves, et donc une maman qui avait beaucoup d'inquiétudes, qui était en détresse. Et quand on reçoit un parent en détresse, plusieurs choses. Déjà, le positif, c'est qu'il y a une réelle demande, il y a un réel besoin. Mais ce qui peut être aussi plus compliqué, c'est que le parent peut avoir beaucoup d'attentes qu'il va projeter sur son enfant. Exemple, mon enfant se met en colère tous les jours à l'école et ça crée beaucoup de soucis, donc mes attentes, ça va être que ça l'apaise, qu'il parvienne à gérer ses émotions plus calmement, qu'il se mette plus jamais en colère, qu'il crie plus, etc. Donc dans ces cas-là, quand on a face à nous un parent qui est très très inquiet, voire en détresse face à la situation de son enfant, deux choses à mon sens. Il va falloir déjà le rassurer sur les bienfaits de la sophro en lui laissant entendre que les bienfaits de la sophrologie vont se faire ressentir rapidement chez son enfant, dès la première séance ou dès les premières séances, ce qui va déjà apaiser l'enfant. Mais ce parent-là, il faudra aussi le tempérer parce que il aura peut-être besoin que ça change vite, de voir vite que le souci est réglé. Mais du coup, ça marche pas forcément comme ça. C'est un processus qui se fait dans le temps, quelques semaines ou quelques mois. Et du coup, le sophrologue devra tempérer le parent si celui-là veut que le changement arrive comme ça, direct, d'un clin d'œil ou un claquement de doigts. Donc voilà, on peut avoir un parent très inquiet, en détresse, qui aura besoin qu'on le rassure sur les bienfaits de la sophro, qui aura besoin qu'on le tempère aussi, pour le remettre dans la réalité de c'est une thérapie brève, mais on n'a pas de baguette magique. Autre cas de figure, on peut avoir un parent qui nous emmène un enfant en séance, mais qui lui-même est plutôt en démission, c'est-à-dire, si on reprend l'exemple du petit qui se met beaucoup en colère à l'école, on va imaginer que ce problème dure depuis un moment, que la famille a déjà testé différentes méthodes, comme on est allé voir un psy, on a fait de la kinésiologie, on a fait des séances d'hypnose, et puis ça n'a rien changé, donc le parent arrive avec l'enfant, il est complètement découragé, et puis il est vraiment en attente de bienfaits visibles. Et on n'a pas besoin d'un parent qui a démissionné. Nous, dans l'Alliance triangulaire, on a besoin d'un parent qui va s'impliquer, qui va justement être impliqué dans son rôle de soutien pour son enfant. Donc ça va être important de lui redire ça, qu'il a un rôle à jouer dans l'accompagnement sophrologique et que ce rôle, c'est de continuer à soutenir son enfant en le félicitant au fur et à mesure des séances qui vont apporter des bienfaits, en l'encourageant, en le soutenant, en permettant de favoriser l'entraînement personnel de l'enfant sur une pratique à la maison, par exemple. Voilà, il va falloir rebooster le parent pour qu'il s'implique à nouveau. Et puis, on peut avoir des parents qui vont être un peu perplexes. C'est-à-dire que quelqu'un leur a parlé de la sophro en leur disant « Tu sais, il y a un tel qui est dans telle ville, si ton fils se met beaucoup en colère, peut-être que tu pourrais essayer, ça, je pense que ça pourrait lui faire du bien. » Mais finalement, ils ne savent pas trop ce que c'est, ils peuvent être sceptiques sur la méthode.
sur ses bienfaits. Et en fait, ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être convaincus, sauf qu'ils sont en attente de preuves concrètes pour être convaincus de l'efficacité de la sophrologie. Donc ils peuvent venir aussi avec des a priori. Si vous avez des parents perplexes ou très sceptiques, eh ben, ça va être important de les rassurer sur le déroulé des séances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire exactement, comment ça se passe une séance, quels sont les outils qu'on utilise dans une séance, et quels sont les effets de ces outils. À quoi ça sert la respiration, à quoi ça sert le mouvement, à quoi ça sert la visualisation, pour que le parent soit vraiment rassuré sur les bienfaits qui sont attendus. Il va falloir parler de choses concrètes et tangibles. Exemple, les bienfaits attendus, ça va être l'apaisement, abaisser le niveau de stress, apaiser des émotions, favoriser le sommeil, sentir plus de confiance en soi, etc., etc., en fonction de l'objectif. Donc on voit qu'on peut avoir affaire à différents types de parents et c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Il y a des parents qui vont être en confiance par rapport au parcours de leur enfant, au parcours sophrologique de leur enfant, d'autres qui vont être un peu inquiets, d'autres qui vont être très stressés, d'autres qui vont avoir démissionné et d'autres qui seront sceptiques. Dans tous les cas, nous, notre rôle, c'est de les rassurer, de les impliquer dans l'accompagnement, en tout cas dans ce rôle qu'ils ont de soutien pour leur enfant dans l'accompagnement. Voilà pour la première question qui était quel est le rôle du parent dans l'accompagnement de son enfant par la sophro. On pourrait évidemment l'étayer plus, là je les aborde dans les grandes lignes pour vous donner quelques éléments de réponse. La deuxième question, c'était comment gérer la présence du parent lors du premier rendez-vous et des rendez-vous suivants. Alors, je ne sais pas s'il y a une seule méthode, mais en tout cas, j'en ai testé plusieurs depuis 2016 et je vous partage ma méthode pour gérer la présence du parent pendant le premier rendez-vous. Voilà comment je procède. Pendant le premier rendez-vous, généralement, je reçois un enfant et un parent. Je les accueille et je fais le début de l'anamnèse avec le parent et l'enfant. J'interroge l'enfant sur l'objet de la visite, qu'est-ce qui t'amène à venir me voir aujourd'hui, puis sur différents sujets, comme par exemple, est-ce que tu prends des médicaments, est-ce que tu es en bonne santé ou non, dis-moi, il y a qui à la maison, il y a qui dans ce foyer, alors comment ça se passe, pour savoir s'il y a papa, maman, ou pas, ou divorce, ou fratrie, ou famille recomposée. Et puis j'aborde donc la problématique qui amène l'enfant. Exemple, il vient parce qu'il se sent très en colère et qu'il veut arrêter de se sentir en colère. Donc évidemment, je vais questionner pour savoir comment se manifeste cette colère, qu'est-ce que ça implique, est-ce que ça crée des soucis particuliers, etc. Et ensuite, même si ma collecte des informations n'est pas finie, j'aborde le contrat thérapeutique avec le parent et l'enfant. Donc je leur explique ce qu'est la sophrologie, à quoi ça va servir, comment ça se pratique, les engagements de chacun et les modalités. Donc on va dire que j'ai fait une moitié d'anamnèse, une moitié de collecte des informations et un contrat thérapeutique avec l'alliance triangulaire, le triangle. Et puis ensuite, si tout le monde est d'accord, c'est-à-dire si le parent et l'enfant sont d'accord, je propose de continuer seulement avec l'enfant. Dans 80% des cas, tout le monde est d'accord. Donc, je continue avec l'enfant et là, je continue de dérouler les items de mon anamnèse. Donc, l'alimentation, si je ne l'avais pas évoqué, je l'évoque. Le sommeil, les aversions, les ressources. Et puis, sans la présence du parent, je vais aussi revenir sur des questionnements sur le contexte familial, sur tout ce qui a été abordé aussi avec le parent. Voilà, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres compléments d'informations à apporter. Donc là, ça y est, j'ai ma collecte des infos qui est complète. Ensuite, avec l'enfant seulement, je vais procéder à la définition de l'objectif. Et ça va être son objectif à lui ou à elle. Cet objectif-là, je le définis hors présence du parent. Puisque c'est un enfant que j'accompagne, ce n'est pas son parent. Donc je définis l'objectif avec l'enfant.
Et puis quand on a fait ça, dans la première séance, il y a une pratique de découverte avec quelques exercices dynamiques et une sophronisation ou un sophroconte. Quand on a fini ça, après la pratique, une fois que l'enfant s'est exprimé sur ses sensations ou éventuellement a dessiné quelque chose, je lui demande s'il est d'accord pour que son parent revienne. Le parent revient et je lui présente l'objectif que nous avons défini avec l'enfant. Voilà. Pendant qu'on était ensemble, votre enfant et moi avons défini l'objectif qu'il souhaite atteindre avec les séances. Cet objectif, c'est de réussir à gérer plus calmement ses émotions dans son quotidien. Et puis je lui présente succinctement la pratique qu'on aura eue pendant la découverte. Voilà, aujourd'hui, pour lui faire découvrir la sophrologie, nous avons pratiqué tel exercice et tel exercice. Et je lui présente aussi succinctement l'entraînement que l'enfant souhaite avoir chez lui. Votre enfant m'a dit qu'il envisageait de repratiquer le pompage des épaules quand il est à la maison le matin avant d'aller à l'école pour se débarrasser de toute la colère qu'il a en lui. Voilà. Et je montre aux parents aussi cet exercice, comme ça le parent il a la consigne. Voilà comment moi je m'organise. Et avec l'expérience, j'ai constaté que ça permet d'avoir un échange libre de l'enfant qui va répondre aux questions quand il est seul. Ça permet d'avoir une grande transparence envers l'enfant et le parent puisque le contrat, il est fait à 3 dans cette alliance triangulaire. Ça permet d'accompagner un enfant avec son objectif sans être influencé par l'objectif éventuel d'un parent. À mon sens, c'est un équilibre qui me convient, qui peut-être vous convient aussi ou pas, ou que vous allez tester si vous voulez accompagner des enfants. Et bien du coup, je vous partage comment je m'y prends ensuite pour gérer la présence du parent pour les autres séances. Alors on n'est plus à la première séance, on est à la 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Personnellement, sur les autres séances, je reçois l'enfant sans le parent, si les deux sont d'accord, évidemment. Généralement, le parent amène l'enfant, il attend dans la salle d'attente, je fais ma séance avec l'enfant. Et ensuite, le parent revient, en fin de séance, on le rappelle, je lui présente l'intention de la séance. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour évacuer la colère. Pour faire ça, nous avons pratiqué tel exercice. Et votre enfant envisage de refaire, tel exercice, le petit singe qui a des puces quand il est très en colère. Évidemment, c'est le parent qui paye une fois que tout ça, ça a été expliqué. Je demande toujours au parent s'il a des questions. Et ça vaut que si je fais des séances individuelles qui ne sont pas des ateliers parents-enfants. Évidemment, dans le cadre d'ateliers parents-enfants, le parent reste, mais c'est volontaire. Et le parent reste aussi si celui-ci veut rester ou si l'enfant veut que son parent reste. Je m'adapte. Alors Marine, si un parent prend trop de place en parole ou qu'un enfant parle peu, voire pas du tout, je l'avais abordé je crois dans un autre live, donc je vais pas forcément reparler de toute l'anamnèse, je crois que ça a fait l'objet d'un précédent live, mais pour faire court, je m'adresse à l'enfant. Si l'enfant répond, c'est super, je continue de m'adresser à l'enfant. Si l'enfant ne répond pas, parce qu'il sait pas ou parce qu'il veut pas ou... Voilà. Et bien dans ce cas-là, je m'adresse aux parents. Mais à chaque fois, je m'adresse aux parents question par question, c'est-à-dire que si l'enfant, je le questionne sur son sommeil et qu'il ne sait pas me répondre, je demande aux parents. Et quand j'ai fini d'écouter la réponse du parent, je vais re-questionner l'enfant sur un autre item. Ok, et toi, est-ce que tu peux me parler de ton alimentation? Il a la réponse, c'est très bien. Il n'a pas la réponse, hop, je re-questionne le parent. Le but, c'est toujours de revenir sur l'enfant. Quand l'enfant parle pas, c'est qu'il n'a pas les réponses. Et dans ce cas-là, je fais appel aux parents. On n'a pas le choix, il faut bien un petit peu de matière. Mais en première intention, c'est vraiment à l'enfant que je m'adresse. Si l'objectif de l'enfant est différent de celui du parent, alors j'ai l'impression que c'est une grande peur, mais personnellement, moi, ça m'arrive très rarement. Il peut arriver que les deux aient des besoins différents. Exemple... Le parent, lui, il veut que son enfant ne se mette plus en colère. Et puis l'enfant, lui, il veut ne plus se sentir stressé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront un objectif thérapeutique différent. C'est juste que le moyen pour l'atteindre, ce sera peut-être pas exactement le même. Donc si l'objectif de l'enfant est vraiment différent de celui du parent, eh bien personnellement, je dis aux parents en étant très transparente
qu'étant donné qu'il m'amène son enfant pour un suivi en sophrologie, la logique veut que je m'adresse à l'enfant et donc que je puisse l'accompagner vers son objectif à lui. Voilà. Et je lui demande s'il est d'accord, étant donné que c'est son enfant que je vais accompagner. Et puis voilà, le parent est d'accord ou non, mais en tout cas, s'il vous amène son enfant, c'est pour l'objectif de l'enfant. Et sinon, s'il n'est pas d'accord, j'imagine qu'il mettra fin à l'accompagnement. Pour les parents versus l'entraînement personnel, ça dépend des parents. Il y en a pour qui c'est un moment de partage et de complicité et il y a comme un petit rituel qui s'installe à la maison. Pour d'autres, ça le fait pas. Et si ça le fait pas, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ce sera peut-être à vous d'aider l'enfant, si c'est pas le parent qui peut le faire, de l'aider avec des petites images, un petit carnet que vous allez lui faire ou lui fabriquer pour qu'il puisse avoir une traçabilité des exercices. Voire même, il peut se faire aussi des plannings. Donc vous faites tous les jours de la semaine, et puis les jours de la semaine, il doit noter j'ai refait ci, j'ai refait ça, ou alors il doit coller un petit dessin de l'exercice qu'il a refait à tel jour. Voilà. Ça, c'est des outils qui peuvent aider l'enfant qui, du coup, ne demande pas aux parents de s'impliquer. Alors, je réponds à la question de Elvin. Et ensuite, je répondrai à la troisième et dernière question dans ce live, qui était comment favoriser une bonne alliance entre le sophrologue, le parent et l'enfant. Donc la question, c'est comment réagir face à un parent qui participe aux séances à la demande de l'enfant, mais qui intervient pour réexpliquer à l'enfant les consignes des jeux et comment il doit les réaliser s'il estime que cela n'est pas bien fait. Super question. Eh ben oui, ça arrive. Eh bien moi, je me permets de dire aux parents, en toute bienveillance, laissez faire. Ce qui est important dans ces jeux, c'est pas forcément la manière dont il va le faire, c'est l'intention qu'il va y mettre. Mais on cherche pas à reproduire parfaitement une posture ou quelque chose comme ça, donc ce n'est pas forcément grave. Voilà, je le dis comme ça, et je le dis même avec le sourire et un peu d'humour, et ça passe très bien. Et généralement, le parent se détend, il enlève la pression que ça peut mettre sur... Il faut faire bien les exercices. C'est à nous de cadrer et de recadrer. Et ça se fait avec bienveillance, avec transparence, mais c'est à nous de le faire. On peut tout simplement le faire entendre aux parents. Que l'essentiel, c'est pas que ce soit bien exécuté, c'est qu'il ait l'intention de le faire, même si c'est fait un petit peu à sa manière. Alors maintenant, j'aimerais aborder la troisième question. Comment favoriser une bonne alliance entre le sophrologue, le parent et l'enfant ? On a vu tout à l'heure que c'était une alliance triangulaire. Et je vous ai dit que personnellement, à la première séance, moi, le contrat, je le communique en simultané à l'enfant et aux parents. Comme ça, je me dis, tout le monde a les mêmes informations au même moment. Tout le monde a entendu la même chose. Donc, pour favoriser une bonne alliance entre le sophrologue, le parent et l'enfant, à mon sens, il faut être particulièrement clair dans votre contrat sur tous les points, mais en particulier sur 3 points. Le premier, c'est d'emblée d'être très clair sur le périmètre de la sophrologie, c'est-à-dire ce qu'est la sophrologie, mais aussi ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire ses limites. Comme ça, vous n'allez pas laisser entendre aux parents que la sophrologie va permettre de ne plus ressentir d'émotions désagréables, ou que la sophrologie va rendre l'enfant sage tous les jours. Donc vous allez lui dire, voilà, la sophrologie va permettre à votre enfant de, par exemple, diminuer son taux de stress, réguler son sommeil, mieux gérer ses émotions, prendre confiance en lui à l'école. Par contre, elle ne va pas permettre de retirer l'émotion de colère, puisque c'est un être humain, donc il va continuer ponctuellement à ressentir de la colère, c'est normal. Ça, ce n'est pas parce qu'il atteindra son objectif que il n'aura plus de moments de stress dans sa vie. Donc il faut être très clair là-dessus, dès le départ, puisqu'il peut y avoir un effet, une attente de changer l'enfant, le transformer, faire un petit soldat tout sage, parce qu'on lui paye des séances de sophrologie. Et donc là, il faut absolument parer à ça dès le départ,
en étant très clair sur ce que c'est et ce que c'est pas, ce que ça va permettre et ce que ça va pas permettre. Deuxième point où il faut être très très clair dans votre contrat, c'est l'engagement de confidentialité. Cet engagement de confidentialité, je le donne aux deux en même temps parce que je trouve ça hyper important qu'ils entendent la même chose. Et alors je le formule de cette manière. Je leur dis que je suis tenue à un engagement de confidentialité. Donc je regarde le parent et je lui dis, du coup, je ne pourrai pas vous dévoiler le contenu des échanges que j'aurai avec votre enfant pour qu'il puisse s'exprimer librement. Par contre, à la fin de chaque séance, je pourrai vous informer de la pratique qu'on aura eue et de l'entraînement qu'on aura programmé ensemble. Et je conclus en regardant le parent et en lui disant « Ainsi, c'est votre enfant qui choisira ce qu'il souhaite vous répéter ou vous partager au sujet de ces séances ou non. » Et quand je dis ça, je regarde bien le parent, je regarde bien l'enfant, tout le monde entend ça en même temps, généralement ils se regardent, et là, ok, tout le monde a entendu que c'est l'espace de l'enfant, et que dans cet espace, il est libre de dire ce qu'il a à dire. Depuis que je dis ça, personnellement, c'est très rare que j'ai des parents qui essayent d'aller à la pêche aux infos pour avoir des détails ou savoir ceci, cela, puisque c'est très clair dès le départ, et c'est dit en toute bienveillance. Mais c'est dit. Et donc, les parents respectent. Voilà pour le deuxième gros point de vigilance, à mon sens, pour maintenir l'alliance triangulaire. C'était donc d'être très clair sur l'engagement de confidentialité, parce que c'est ça qui fait que l'enfant va se sentir en confiance avec vous et qui va pouvoir être rassuré sur le fait que vous n'êtes pas là pour aller répéter à son parent il a fait ci, il a fait ça. Voilà. Tant que l'enfant ne l'a pas entendu, il peut aussi avoir un doute à ce sujet. Je finis et puis je vais répondre à vos questions juste après. Il y a un dernier point qui, à mon sens, est important. Évidemment, oui, Sandrine, s'il y a un fait grave, en fait, je précise pas, je briserai l'obligation de confidentialité si la santé ou la vie de votre enfant est en jeu. Mais si c'est le cas, je la brise et j'explique pourquoi. Voilà. Mais c'est tellement rare que je le dis pas par principe. Il faut aussi être, à mon sens, très clair sur votre obligation de moyens et non de résultats. C'est quelque chose qui est important à apporter dans votre contrat thérapeutique auprès des parents et des enfants, en leur disant par exemple je vais mettre à disposition de votre enfant tous les outils en ma possession pour qu'il puisse atteindre son objectif. Néanmoins, sachez que le résultat ne dépendra pas que de moi. Il va dépendre de sa réceptivité à la sophrologie, de son implication, de son entraînement personnel. Donc ça aussi, c'est posé dès le départ. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre de vous que parce que vous avez fait 3 ou 4 séances ou 6 ou 8, c'est forcément résolu, ou alors ça y est, c'est forcément apaisé, il n'y a plus de colère, ou alors il dort tout seul la nuit alors qu'il ne dormait pas du tout seul, ou alors, voilà, vous avez compris le principe. Et là encore, l'enfant entend ça aussi, puisque c'est dit aux deux en même temps. Donc lui, il entend quelque part que ça va dépendre de lui aussi. Ça va dépendre de lui, de ce qu'il va faire en dehors, de son implication, de sa motivation, et pas que de nous. Donc à mon sens, ce contrat, il est très important à poser d'une manière très claire à la première séance, mais il est aussi important de le rappeler dès que ça vous semble nécessaire, en fin de séance, quand le parent revient. Si vous voyez qu'il vous pose des questions et que c'est totalement intrusif par rapport à l'engagement de confidentialité. Ou si vous voyez qu'il vous dit oui, mais on a fait 2 séances et pour l'instant, il n'y a aucun changement, je vois rien, voilà. Ok, vous allez lui rappeler que engagement de confidentialité, comme je vous l'avais dit à la première séance. Voilà, pour l'instant, souvenez-vous, obligation de moyens. Pour l'instant, il a plein de moyens, mais faites-lui confiance. Peut-être que les résultats vont se faire aussi dans le temps. Voilà. Et ce contrat, il est important de le rappeler, même s'il faut le rappeler à chaque fin de séance. C'est à nous de le faire, en fonction des questions, des attentes du parent. Parfois, il faut le rappeler à chaque séance. Et si je devais résumer un peu les maîtres mots, selon moi, pour favoriser cette alliance triangulaire,
les maîtres mots que j'ai trouvés au fil du temps, ce serait de la transparence, de la bienveillance, de l'écoute, de l'objectivité et de la clarté. Logiquement, si vous faites ça, tout va bien se passer. En tout cas, ça devrait peut-être vous rassurer sur certains points, certaines questions parfois où on peut être un peu chamboulé quand on ne sait pas trop quoi bien répondre aux parents. On ne veut pas que ça aille trop loin non plus. Voilà. Logiquement, ce cadre, si vous le posez bien et que vous le rappelez, il sera respecté. Mais pour qu'un cadre soit respecté, encore faut-il le poser. Alors, maintenant que j'ai parlé beaucoup, il nous reste 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez qui ont émergé ou que vous aviez préparé un peu en amont, et ben c'est le moment. Alors, Anaïs, est-ce que ça arrive que le parent parte complètement sans rester dans la salle d'attente et revienne à la fin de la séance? Oui. Moi, j'exerce dans un petit village. Il y a beaucoup de personnes qui viennent du village, qui me déposent l'enfant, qui rentrent chez eux parce que c'est à 100 mètres et qui reviennent 45 minutes après ou 1 heure après. Ça ne me pose pas de problème à partir du moment où l'enfant est d'accord aussi et que c'est ok pour lui. Si l'enfant n'était pas d'accord, bon bah là je me permettrai de le préciser aux parents en lui disant voilà, votre présence semble le rassurer, donc c'est peut-être mieux si vous avez la possibilité de rester dans la salle d'attente au cas où il a besoin de vous, quoi. Voilà. Marine, non, je ne fais pas signer d'écrit aux parents et à l'enfant pour les informations du contrat thérapeutique. C'est un contrat verbal, donc on n'est pas forcément censé de faire signer un papier, et même si on le faisait, rien n'empêcherait de ne pas le respecter, puisque on n'aurait pas beaucoup de recours même s'ils avaient signé. Donc ce n'est qu'un contrat verbal, mais c'est justement pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler, parce que les mots peuvent s'effacer au fur et à mesure du temps, et que plus on le rappelle, et plus il reste à l'esprit. Françoise, à partir de quel âge un enfant peut-il faire de la sophrologie? Ça dépend de l'enfant, de sa maturité. J'ai reçu des enfants de 4 ans qui étaient déjà très 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 matures dans l'expression de leurs besoins, de leurs problèmes, de leurs sensations. J'ai envie de dire, à partir de 4 ans, c'est jouable, mais ça dépend des enfants. Voilà. 4-5 ans. On peut faire des choses avant, ça c'est sûr. On peut déjà faire plein de techniques qui vont être plus de l'ordre de la relaxation, mixée avec de la sophrologie, mais à proprement parler, ce ne sera pas forcément de la sophro à 100%. Donc Sandrine, j'espère que j'ai répondu à la question sur les cas de situation qui seraient très dangereuses, par exemple pour l'enfant. Évidemment, si un enfant me confie en séance qu'il a des idées suicidaires ou qu'il envisage de mettre fin à ses jours, c'est bien là l'exception qui confirme la règle de l'engagement de confidentialité, et auquel cas je serai obligée de dire à l'enfant écoute, je sais que je t'ai dit que je ne devais pas répéter, que je n'allais pas répéter à ton parent tes propos, mais ce que tu viens de me dire, c'est peut-être grave et ça peut mettre ta vie en danger, et là je suis obligée de dire ça à ton parent pour te protéger. Et donc quand le parent revient, voilà, il y a cette information à lui communiquer. Dernière question pour Marine. Donc, est-ce qu'on revoit toutes les notions de la relation sophrologue parent-enfant dans vos formations? Est-ce que vous pourriez préciser un peu la question ou pas, Marine? Parce que on revoit des choses. Mes formations, elles sont volontairement sur une journée, c'est-à-dire un format court. En tout cas, pour l'instant, il y a un niveau 1 sur une journée, il y aura un niveau 1, un niveau 2 sur une autre journée. Donc ça se veut volontairement très pragmatique, orienté pratique, vivance, avec quand même un peu de théorie. Donc on ne revoit pas toutes les notions. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des lives en parallèle et que ces lives sont gratuits, accessibles à tout le monde, et ils ont aussi pour but de compléter ce qui n'est pas forcément abordé dans les formations. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous entendez par toutes les notions de la relation, mais en tout cas on parle
On parle pas de l'alliance, on parle de l'anamnèse, de la collecte des infos, voilà, tout dépend du niveau de détail que vous attendez. Les parties clés du contrat thérapeutique, non, on n'aborde pas ça dans ma formation. Mais ça peut faire l'objet d'un prochain live Facebook. Pourquoi pas. Bien, bah on est déjà arrivé à 21h30. Donc j'espère que ça aura pu répondre à quelques questions. Ou peut-être apaiser quelques doutes ou interrogations. Bah, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Je vais prendre un peu de repos bien mérité en fin d'année, comme vous, j'imagine. Et je referai d'autres lives en 2024. Peut-être pas tout de suite. J'imagine que le prochain, ce sera vers le mois de février. Je vous redirai tout ça bientôt. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes, comme c'est marqué là, là. Non, pas là, là, là. Enfin bref, vous avez compris. Et puis à très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci à vous d'être là.